Bonjour à tous, rebonjour. Je vous remercie d'être venus pour cette conférence sur les grandes réalisations sociales des nationalismes européens du XXe siècle. Alors, on a célébré les 100 ans de la marche sur Rome la semaine dernière, et il est temps, après au bout d'un siècle, de faire le bilan justement de ce qu'ont apporté les régimes nationalistes en Europe au XXe siècle. On parle souvent des nationalismes dans le discours médiatique pour des crimes divers sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, mais c'est pas être le sujet de ma conférence. On parle beaucoup du côté militaire, un côté militariste très marqué dans certains régimes, mais c'était l'esprit du temps. On a vu la même chose dans les régimes communistes, avec Staline qui était maréchal, le maréchal Tito, Ho Chi Minh, Enver Hoxha, Fidel Castro, qui avaient tous une allure très militaire, et finalement, sans parler de la Corée du Nord, qui a aussi un style très militaire. Mais bizarrement, quand il s'agit des régimes nationalistes, on nous le reproche. Alors qu'il faut pas oublier non plus que ce sont souvent les démocraties libérales occidentales qui déclenchent le plus de guerres extérieures. La France et la Grande-Bretagne en 1939, et puis les États-Unis dans la plupart des grandes guerres dans le monde qu'il y a eu après-guerre. Mais les uniformes, les grands défilés militaires opaques à danser, alors qu'ils ont joué un rôle central dans la propagande des régimes nationalistes, sont aujourd'hui utilisés pour les décrier et les faire passer pour des régimes liberticides. On insiste aussi souvent sur le côté conservateur dans le discours médiatique. Dans les manuels scolaires, moi j'ai les souvenirs de l'école où ils insistaient beaucoup, par exemple, sur les accords de Latran, pour montrer qu'il y aurait une sorte de grande famille réactionnaire et fasciste qui irait de la contre-révolution à Pinochet, en passant par le maréchal Pétain, Hitler et Monseigneur Lefebvre, et dont le but serait de revenir au monde d'avant, un monde bien sûr caractérisé par son obscurantisme, ses superstitions, sa violence permanente et bien sûr ses inégalités sociales. C'est un discours aussi présent dans nos milieux où on se demande souvent à quand faire remonter le début du déclin. Alors mai 68, Vatican II, 1945, la révolution dite française de 1789, la Renaissance. Pour Evola et Spengler, l'apparition de l'écriture signait le début du déclin car elle nous faisait sortir de l'âge du mythe et entrer dans l'ère de l'histoire et de la mesure du temps. Et pour certains chrétiens, la chute remonte à Adam et Ève. Un autre aspect souvent mis en avant, c'est celui du racisme, surtout pour ce qui est du national-socialisme allemand. Alors il est difficile d'en faire abstraction, car c'est un élément central de la doctrine hitlérienne. Le peuple allemand était identifié à la race germanique au destin prométhéen, qui doit renaître de ses cendres tel un phénix et dominer le reste du monde. Même si ce discours est souvent caricaturé, il contient une part importante de vérité, que ce soit dans la mystique nationale-socialiste, c'est-à-dire l'ariosophie, toutes les sectes arianistes, mais au sens on va dire d'idéologie racialiste et mythologique, et pas au sens des sectes chrétiennes des premiers siècles. Dans les préoccupations des Allemands du début du XXe siècle, avec le pan-germanisme, et donc cette idée de réunifier toutes les régions finalement qui étaient peuplées de personnes qui parlaient allemand, et aussi dans la nécessité organique de l'époque, puisque l'Allemagne était un peuple fort à ce moment-là, avec une forte natalité sous Hitler, et donc qui avait besoin de terres pour son expansion, ce qui explique les conquêtes territoriales à l'Est, en plus du projet de réunir tous les germanophones. Et l'élément racial du national-socialisme est aujourd'hui beaucoup repris par les nationalistes et les identitaires et les nationaux-socialistes, car il devient beaucoup plus visible aujourd'hui avec l'immigration massive qu'on connaît. Donc c'est souvent sur ces aspects-là, militaires, conservateurs ou réactionnaires et raciales, qui sont souvent mis en avant de façon parfois exagérée. Par contre, il est une dimension qui me semble fondamentale et qui fait beaucoup moins l'objet de commentaires, d'études critiques, d'articles, d'émissions de télévision, dans les médias officiels, mais aussi dans les milieux nationalistes, c'est la question sociale. Pourtant, nous allons voir que les mouvements et régimes nationalistes européens étaient pionniers dans ce domaine,
beaucoup plus que les régimes communistes et les régimes libéraux. C'est à mon sens ce qui explique l'adhésion aussi massive des peuples à ces régimes-là. On a eu des peuples concernés par un régime nationaliste qui se sont massivement mobilisés en soutien au régime en place. C'était le cas en Allemagne, c'était le cas en Italie, en France, malgré la situation très difficile, puisque la situation de la France était celle d'une occupation et d'une défaite. Aussi en Espagne, avec le régime de Franco, et en Hongrie, d'abord avec j'ai oublié le nom de le major qui était régent de Hongrie dans les années 20, et puis ensuite avec Ferenc Szalasi pendant l'occupation. Alors ça a été plus difficile de mobiliser les masses autour du régime pour ce qui est des régimes nés pendant la guerre, car il a été né de l'occupation allemande en fait en Europe, parce qu'il était difficile de mener de grandes réformes économiques et sociales en pleine guerre, dans une situation souvent d'occupation allemande, et puis en plus avec une durée assez courte, puisque ces régimes sont apparus à partir de 40 et ils ont disparu en 44-45 avec la défaite, quoi. Et il y a eu au total un nombre très élevé d'expériences nationalistes sur le continent européen en seulement 25 ans, donc entre 1920 et 1945. Il y en a eu aussi en Asie, comme le Japon par exemple. J'ai choisi de me limiter à l'Europe. Beaucoup de régimes sont nés de la guerre et de l'occupation allemande ou italienne. La Norvège de Vidkun Quisling, par exemple. L'Albanie, la Slovaquie de Tiso, la Croatie des Oustaki, la Roumanie d'Antonescu, la Finlande de Mannerheim, la Grèce. Il serait très long de développer chaque expérience. Ça ferait un peu catalogue, sans compter que l'indépendance réelle de certains régimes était très limitée par l'occupation de leur pays par les forces allemandes et italiennes. J'ai donc décidé d'étudier en particulier 3 régimes et dans une moindre mesure les autres. Donc les 2 premiers, car ils sont les plus connus, et ceux dont la doctrine était la plus aboutie et qui ont eu le plus d'influence à l'étranger, et qui comptaient parmi les pays les plus dynamiques du monde à cette époque-là, l'Italie fasciste et l'Allemagne nationale-socialiste. Et puis le troisième qui nous intéresse plus spécifiquement en tant que Français, l'État français du maréchal Pétain, souvent appelé régime de Vichy par ses détracteurs d'après-guerre pour relativiser son importance et laisser entendre qu'il y avait 2 gouvernements français en concurrence, un situé à Vichy et l'autre à Londres, alors que dans les faits, un seul régime était légitime au niveau du droit, puisqu'il avait le maréchal avait reçu les pleins pouvoirs de la part de l'Assemblée nationale, enfin d'une assemblée qui était composée de sénateurs et de députés. Et puis au niveau de la reconnaissance internationale, puisque y compris jusqu'en Union soviétique, le gouvernement qui était considéré comme étant celui de la France à cette époque-là était celui de l'État français du maréchal. Nous allons nous intéresser à ces expériences historiques à travers 3 aspects qui constitueront chacune des 3 parties de cette conférence. Donc le premier aspect, c'est les éléments de doctrine sociale que contenait le programme et l'action des nationalismes européens avant leur prise de pouvoir. Ensuite, nous verrons comment les États nationalistes, une fois au pouvoir et confrontés à la réalité de la politique, ont mis en place de grandes politiques sociales révolutionnaires. Et puis dans une troisième partie, nous verrons l'héritage de ces politiques après la chute des régimes en question, qui est la question la plus taboue, car les régimes nationalistes sont réputés être le mal absolu, et il semble donc étonnant que leur politique ait pu parfois inspirer les politiques des régimes qui leur ont succédé, voire de régimes étrangers. Alors pour commencer, les éléments sociaux des nationalismes européens avant leur prise de pouvoir. On va s'intéresser au pays pionnier qui est la France, puisque les éléments sociaux des nationalismes européens ont commencé à émerger dans la doctrine nationaliste française dès la fin du XIXe siècle, avec des auteurs comme Drummond, qui est un auteur socialiste au départ, et qui par une critique justement du capitalisme en est venu à une critique antisémite. Maurice Barrès, Paul Déroulède
et le général Boulanger, des figures de cette époque-là, donc fin 19e. On retrouve beaucoup de ces éléments de doctrine dans le livre Les écrits socialistes nationaux de Maurice Barrès, justement, qui montre dès la fin du 19e siècle l'importance en fait de l'aspect social dans le nationalisme. La nation, pour Barrès, était comme un corps suprahumain, comme un organisme où chaque corporation, chaque élément social était un organe. Et donc comme dans un corps humain, on peut pas remplacer un organe par un autre, donc on peut pas remplacer la paysannerie par les artisans ou par le monde ouvrier ou par l'armée ou le monde politique ou le clergé catholique. Mais par contre, si un seul de ces éléments manque, on a soit un organisme en mauvaise santé, soit pas d'organisme du tout si c'est un organe vital. Mais enfin, cette manière de concevoir la nation met au centre justement la cohésion entre les différentes corporations et la nécessité justement de la part de l'État d'assurer et de permettre la vie dans de bonnes conditions de toutes les corporations et de tous les milieux sociaux. Et au niveau massif, parce que là on parle beaucoup de doctrine avec Barrès, mais au niveau des masses, il y a une première expérience justement qui a permis à différents milieux, à des milieux nationalistes, à des milieux monarchistes, bonapartistes, et aussi des milieux populaires et révolutionnaires, de s'unir provisoirement. C'était l'expérience du général Boulanger en 1889, puisque il a été porté par un grand soutien populaire. Il y a eu, il a fait des triomphes aux élections législatives, et ça s'est transformé dans le contexte de l'époque en finalement un mouvement populaire qui a même failli le porter au pouvoir par un coup d'État. Bon, il a refusé le coup d'État. Je l'avais déjà détaillé ça dans la conférence sur l'histoire du nationalisme français. Mais l'intérêt de ce mouvement-là, c'est que de manière soudaine et informelle, un peu comme on l'a eu avec les Gilets jaunes, des gens de différents milieux et beaucoup de milieux populaires se sont réunis autour de sa figure pour dans l'idée de créer un régime plus socialiste, enfin socialiste au sens vraiment d'intérêt d'une politique sociale, quoi, pas au sens idéologique. Et le général Boulanger était justement populaire dans les milieux ouvriers, paysans et dans l'armée, parce que il avait été ministre de la Défense. Il avait appliqué de grandes réformes sociales dans l'armée. Il avait augmenté les rations. Il avait vraiment amélioré les conditions de vie des soldats. Et pour ces raisons-là, il a été soutenu. Et le mouvement boulangiste a été soutenu par d'anciens communards et des socialistes de l'époque. Alors après cette époque-là, donc au début 20e, on a la naissance de l'Action française, qui était le grand courant intellectuel et politique nationaliste français du début du XXe siècle jusque dans les années début des années 30. Donc, pendant quand même à peu près 3 décennies, c'était vraiment l'Action française qui dominait la vie politique française. Et il y avait donc la figure intellectuelle tutélaire de l'Action française, c'était Charles Maurras. Et dans la pensée de Charles Maurras, on parle souvent du nationalisme, de l'antisémitisme d'État et puis de son royalisme, mais il y avait vraiment un élément social très fort aussi. Et par exemple, il critique beaucoup l'embourgeoisement des intellectuels. Et l'Action française, dès les années 1900, se rapproche de certains milieux socialistes au sein du Cercle Proudhon, qui va publier les cahiers du Cercle Proudhon, 4 numéros, qui vont pas avoir une grande diffusion à l'époque, ils sont tirés à assez peu d'exemplaires, mais ça permet au niveau intellectuel de faire un lien entre des milieux nationalistes catholiques et monarchistes et des milieux on va dire socialiste révolutionnaire. Quand je dis socialiste révolutionnaire, c'est au sens non marxiste, parce que le marxisme n'avait pas encore pénétré le socialisme français comme ce sera le cas à partir des années 20, quoi. Et donc on a des figures comme Georges Sorel ou Berthe qui vont pas forcément tous écrire, mais en tout cas qui vont influencer les cahiers des cercles Proudhon.
et rencontrer des nationalistes de l'époque et commencer à travailler ensemble, quoi. Chez Maurras, on a des éléments de doctrine, justement, comme la distinction entre pays réel et pays légal, puisque la République, en fait, par le principe même du fonctionnement du système de représentation parlementaire, assoit la domination d'une oligarchie, puisque les campagnes des candidats aux élections sont financées par les grands groupes financiers, que comme quand on est dans une élection, la plupart des gens ne connaissent pas tellement les candidats, ils les connaissent à travers le discours des grands médias, et ces grands médias étant tenus par des grands groupes financiers et industriels, ça permet à chaque fois que ceux qui défendent ces intérêts-là soient élus, quoi. Parce qu'ils sont présentés sous un jour favorable dans les médias. Bon, l'exemple de Macron est le plus élémentaire, le plus évident. Si Macron a été élu en 2017 alors personne ne le connaissait 6 mois avant, c'est parce qu'il a eu sa campagne a été soutenue par les grands médias français, enfin les grands médias en tout cas qui occupent la France. Et pourquoi est-ce que ces grands médias l'ont soutenu? Parce qu'ils défendaient l'intérêt de l'oligarchie, quoi. Et donc cette critique justement du suffrage universel amène Maurras à distinguer le pays légal, qui est celui de la représentation, soi-disant représentation parlementaire, du pays réel, c'est-à-dire la société française, le peuple français dans ses composantes, les différentes corporations, les familles, les provinces. Et donc, en partant du pays réel, il va créer une doctrine sociale au service du peuple, quoi. Notamment à travers le rôle social des corporations. Et puis aussi la décentralisation, c'est-à-dire que Maurras provenait d'une décentralisation justement pour rapprocher l'autorité politique du peuple français et du pays réel. Alors après cette période-là, on arrive aux années 30, on est toujours sur la France, hein, avec une effervescence de mouvements nationalistes. Il y aura les Croix de Feu, par exemple, du colonel de La Rocque, le Parti populaire français de Jacques Doriot. Et Doriot, justement, venait du Parti communiste. C'est un des hauts cadres du Parti communiste. Et il critiquait surtout le Parti communiste français pour son soutien à l'Union soviétique, parce que c'était une succursale de Moscou. Et notamment dans un livre qu'il a écrit à l'époque qui s'appelle « La France ne sera pas un pays d'esclaves », justement, il montre que le nationalisme, en fait, peut être encore plus social que le communisme, et en partant vraiment de la situation sociale réelle et non pas en étant une simple antenne d'un pays étranger comme l'Union soviétique. Alors les Croix de Feu du colonel de La Rocque vont aussi défendre le corporatisme. Ils proposent dès les années 30 ce qui sera plus tard la sécurité sociale, c'est-à-dire la généralisation des retraites des vieux travailleurs. Aussi, il propose le droit de vote des femmes à ce moment-là. Et c'est intéressant. Alors, il peut être critiquable par d'autres aspects, notamment son attitude de 6 février 34, mais en tout cas, il a laissé quand même un héritage, et c'est lui qui a créé le colonel de La Rocque, qui a créé la devise travail, famille, patrie, qui sera ensuite utilisée par l'État français. Alors que lui n'aura aucun lien particulier avec l'État français, mais en tout cas, il est le père de cette devise. Et il va aussi inspirer, en tout cas, les idées qu'il défendait à l'époque, à travers les Croix de Feu et le Parti social français, qui était quand même peut-être le plus grand parti de masse qu'ont connu la France, hein. Il y avait plus d'1 million de militants. Il va inspirer en partie le programme du Conseil national de la résistance après-guerre. Donc j'en ai terminé sur la partie en ce qui concerne les influences françaises. Maintenant, on va s'intéresser au fascisme au pluriel, entre guillemets, puisque un certain nombre de régimes sont généralement ont des points communs qui font qu'on les classe comme régime, comme mouvement ou doctrine fasciste. Donc là, en ce qui concerne les fascismes avant leur prise de pouvoir, alors la définition du fascisme est assez difficile à apporter, puisque Mussolini avait dit lui-même que le fascisme n'est pas un produit d'exportation et que chaque nationalisme correspond à une identité nationale. Néanmoins, on a vu naître dans l'entre-deux-guerres un certain nombre de mouvements
qui reconnaissaient eux-mêmes l'influence du fascisme italien ou du national-socialisme allemand. Par exemple, on parlait du Parti populaire français en France. En Angleterre, il y a eu le mouvement d'Oswald Mosley. Il y a eu un mouvement en Norvège aussi, celui de Quisling. Il y a eu des partis nationaux socialistes ou fascistes dans différents pays, aux Pays-Bas, en Suède. Et donc ces régimes-là, enfin ces mouvements, parce que c'est justement, même en Russie d'ailleurs, revendiquer l'influence du fascisme, du national-socialisme. Alors le fascisme est né en tant que tel en Italie, à la suite de la Première Guerre mondiale, pour différentes causes. Il y avait des causes de revendication territoriale, l'Italie est entrée en guerre en 1915 aux côtés de la France, de l'Angleterre et de la Russie, donc de la Triple Entente. Il avait fait un renversement d'alliance à ce moment-là, en misant sur la victoire de l'Entente à la fin de la guerre. Et l'Italie pensait que la victoire leur permettrait de récupérer, en tout cas d'annexer certains territoires qu'ils revendiquaient, qui étaient peuplés en partie d'Italiens. Or, c'est pas ce qui s'est passé avec le traité de Versailles, puisque le traité de Versailles a avantagé la France et certains autres pays d'Europe centrale, la Yougoslavie notamment, au détriment, entre autres, de l'Italie, ce qui va entraîner une frustration de beaucoup d'anciens combattants, qui va être en partie à l'origine du mouvement fasciste. Il y a aussi les futuristes, c'est-à-dire qui étaient un courant artistique important, qui vont être très présents dans les premières années du fascisme et dès leur fondation. Et puis des socialistes révolutionnaires, puisque Mussolini venait lui-même du Parti socialiste italien. Et donc il y avait beaucoup de socialistes et de syndicalistes dès le départ. Et le premier programme fasciste, dès 1919, proposait une économie fondée sur le corporatisme, et il proposait même à l'époque le renversement de la monarchie et l'établissement d'une république, ainsi que l'expropriation des biens de l'Église, parce que il considéra à cette époque-là, les premiers fascistes, que l'Église et la monarchie étaient embourgeoisées et finalement assez loin du peuple, en tout cas le clergé italien. Alors, pour ce qui est des premières années justement d'avant la prise de pouvoir, qui ont été assez courtes, hein, parce qu'autant en Allemagne ça a duré quand même plus de 13 ans avant qu'ils prennent le pouvoir, autant en Italie le mouvement a été créé en 19 et dès 1922 ils ont pris le pouvoir. Mais cette courte période est intéressante, elle est notamment développée dans le journal des temps de lutte et de victoire de Roberto Farinacci, justement, qui était un acteur majeur du fascisme italien à cette époque-là, qui raconte les premières années du fascisme avant la prise de pouvoir, vécues de l'intérieur. Et une autre expérience, une expérience politique qui a fait partie de la matrice du fascisme et qui a permis justement un rapprochement de ces différents milieux, c'est-à-dire des anciens combattants, des nationalistes, mais aussi des révolutionnaires syndicalistes en Italie, ça a été l'expérience de Fiume. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'Italie revendiquait des territoires, ils ne les ont pas eu après-guerre, notamment la ville de Fiume qui était sur la côte adriatique et qui avait été donnée par le traité de Versailles à la Yougoslavie. Et donc, beaucoup d'Italiens qui habitaient là-bas ou qui revendiquaient ce territoire se sont installés. Ils ont décidé de prendre le pouvoir par la force et de créer un État italien là-bas à Fiume. Ils n'étaient pas tellement soutenus par le régime italien et donc en fait, ça a été un État indépendant. Et justement, dirigé d'ailleurs par le poète Gabriele D'Annunzio, qui était un aventurier nationaliste, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques mois à cette époque-là, mais justement, il y a eu la création d'un État, pratiquement la première expérience nationaliste européenne en fait à ce moment-là, parce que ils ont eu l'occasion d'exercer le pouvoir, quoi. Et et la constitution du régime de Fiume était très corporatiste et très décentralisée. Et elle est présente avec une étude vraiment de cette époque-là dans ce livre La Régence italienne du Carnaro, qui présente vraiment
comment fonctionnait l'État libre de Fiume, qui était le nom officiel, avec la constitution de l'époque, et puis différents témoignages d'acteurs de Fiume à l'époque, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première expérience qui a permis qui a influencé d'ailleurs plus tard le fascisme, quoi. Pour ce qui est de l'Allemagne, il y avait un aspect socialiste révolutionnaire, notamment à l'intérieur du parti, dans l'aile autour de Strasser et au sein des SA. Ils étaient authentiquement révolutionnaires, et Otto Strasser proposait des villes quasi autonomes avec un nombre d'habitants limité, et donc une économie organisée finalement où la paysannerie est encadrée et mise valorisée socialement, quoi. Il développe tout ça dans la brochure Les socialistes quittent le NSDAP. En fait, c'était une aile très présente dans le mouvement, mais qui va progressivement quitter le parti à partir de 1930. Et les derniers vont être chassés en 1934 avec la nuit des longs couteaux. Mais malgré leur éviction du parti, leurs propositions vont finalement avoir une influence dans la politique de régime une fois en place, notamment par Gottfried Feder, qui était le premier ministre de l'économie du Reich, et qui a lui initié le programme économique du Parti national-socialiste avant sa prise de pouvoir, autour du corporatisme, d'une lutte active contre le chômage qui avait pris des proportions énormes dans l'Allemagne des années 20, et aussi et en particulier la lutte contre l'usure par la valorisation du travail et le contrôle des prix. Un autre exemple de nationalisme social qui s'est développé à cette époque-là, avant les prises de pouvoir, c'était le rexisme en Belgique. Donc le rexisme, le mouvement Rex, était dirigé par Léon de Grelle. Ils étaient, on va dire, catholiques maurassiens à l'origine, une forme de nationalisme belge, même si il était surtout présent en Wallonie et très peu en Flandre. Et le rexisme, dès les années 30, a soutenu des grèves ouvrières, et les familles des militants rexistes accueillaient des enfants des familles pauvres pour les vacances. Donc il y avait vraiment ce côté social très marqué. Ils étaient catholiques, fortement catholiques, c'était vraiment l'identité du parti, mais en même temps ils étaient très critiques envers l'embourgeoisement de l'Église de cette époque-là. De Grelle revendiquait des congés payés dès les années 30, l'augmentation des salaires, et il est allé lui-même voir des industriels belges pour plaider la cause des ouvriers et lui demander de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération au nom de la fraternité chrétienne et du nationalisme belge. Alors il y a d'autres expériences en Europe que je vais développer un peu plus rapidement avant les prises de pouvoir. En Espagne, le syndicalisme révolutionnaire dans la Phalange, donc autour de José Antonio et Ledesma Ramos, qui propose un nationalisme révolutionnaire appuyé sur des syndicats corporatistes et nationalistes, ce qui explique la haine des communistes à leur endroit, et le procès inique qui a été fait à José Antonio, où il a été exécuté, puisque généralement les communistes détestent les nationalistes authentiques, parce que leur projet social est viable, contrairement à celui des communistes, quoi. Et ça, ils supportent mal. Alors, il y a eu la garde de fer aussi en Roumanie, avec Codreanu, qui était appelé l'Archange, qui était un jeune étudiant qui a fondé un mouvement légionnaire pour défendre l'indépendance de son propre pays, notamment face aux velléités soviétiques qui souhaitaient annexer le pays. Et il proposait un nationalisme social, corporatiste et chrétien qui développe dans la garde de fer qui a été réédité récemment. Au Portugal, une autre forme de nationalisme qui va se développer sur une longue période, c'est le régime de Salazar, qui fait la synthèse en fait entre la contre-révolution française et des auteurs comme Louis de Bonald ou Joseph de Maistre, une doctrine sociale fondée sur la charité chrétienne
est proche de la doctrine sociale de l'Église, mais sécularisée dans le cadre d'une politique nationale, quoi. Et l'influence aussi du positivisme d'Auguste Comte, qui a aussi influencé Maurras. Et puis la pensée politique de Maurras, finalement, le régime qui était peut-être le plus influencé par Maurras, avec celui de l'État français, c'est celui de Salazar au Portugal, quoi. Et il explique tout ça dans son livre Comment on relève un État, où il explique justement comment la doctrine sociale chrétienne et le corporatisme sont la base d'un État social. J'en ai terminé sur cette première partie, sur les doctrines nationalistes européennes avant la prise du pouvoir. Et on va voir maintenant les politiques économiques et sociales révolutionnaires qui ont été mises en place par les régimes nationalistes une fois au pouvoir. Alors, je vais étudier ça à travers les principaux aspects de ces politiques-là. Le premier, c'est la relance de l'économie par des plans de relance, notamment le soutien à l'industrie, qui permet une politique de plein emploi, et puis et qui était d'ailleurs l'ancêtre des politiques qu'on appelle les politiques keynésiennes. Alors qu'on parle beaucoup du New Deal, mais on verra que il y a eu des politiques de relance beaucoup plus efficaces justement en Allemagne en l'occurrence. Basées sur des plans de relance et sur le contrôle des prix essentiellement. Donc en Allemagne, pour vous remettre le contexte en tête, il y a eu une crise économique en plus de la crise morale qui touchait très fort l'Allemagne dès le début des années 20. On parle beaucoup de la crise de 29, mais en Allemagne, dès le début des années 20, ils étaient très touchés. Au moment de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, il y a 5 millions de chômeurs en Allemagne. Et beaucoup plus de gens, peut-être 8 millions, qui étaient touchés par le chômage, par un travail précaire, ou des gens de leur famille proche, quoi. Donc l'économie était très mal en point à ce moment-là. Et les nationaux-socialistes ont eu l'idée de relancer l'économie allemande par un soutien économique à l'industrie et par des politiques sociales. Alors la difficulté de ce type de politique, c'est de juguler l'inflation tout en aidant les plus pauvres et de faire en sorte que les aides en question augmentent la consommation de produits nationaux et donc la production et la prospérité des entreprises dans un cercle vertueux, quoi. Et en fait, c'est ce que l'économiste Keynes va théoriser après, finalement était déjà mis en place en Allemagne et de manière beaucoup plus efficace que ce qu'on connaîtra après. Je développerai dans la troisième partie pourquoi les politiques, justement ces politiques de relance, ont marché en Allemagne alors qu'elles ont été beaucoup moins efficaces dans des économies libérales et des économies dites ouvertes selon la définition de Karl Popper, c'est-à-dire en fait des économies qui ont supprimé toutes les barrières douanières et toutes les protections, quoi. Un autre élément majeur qui expliquait la relance de l'économie, c'était l'économie planifiée, mais une économie planifiée dans laquelle les industries et les libertés fondamentales étaient préservées. Il y a des propos d'Hitler d'ailleurs très percutants là-dessus, où il parle de la propriété en disant qu'en fait les nationaux-socialistes sont pour la propriété privée, mais une propriété comprise non pas comme une jouissance illimitée de son propre bien, mais comme une jouissance de son bien dans le sens du bien commun, quoi. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est pas on sort de la dichotomie du communisme où rien n'appartient aux particuliers, aux entreprises, aux familles, mais tout est entre les mains de l'État. Et de l'autre côté, le capitalisme qui dit, en gros, cette maison, cette entreprise est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez, y compris polluer les sols, y compris ruiner vos employés. Bon, là, il y avait une préservation et une assurance de la propriété, que ce soit des entreprises ou des maisons, des logements, mais dans le sens du bien commun, c'est-à-dire avec des limitations qui sont celles de ne pas nuire à l'intérêt, au bien commun. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que certains points du programme économique de Marx ont été mis en place en Allemagne d'ailleurs, mais notamment le contrôle des prix, et le plafonnement des hauts salaires et la planification économique. Mais on va voir justement pourquoi, pareil dans la troisième partie sur l'héritage, pourquoi cette planification a marché en Allemagne et pourquoi est-ce qu'elle a échoué dans les pays communistes. Et enfin,
dernier élément de cette politique de relance, les grands travaux. Par exemple, il y a eu en Italie l'assèchement des marais pontins qui était très marécageux, impraticable, et qui en plus était un vecteur de maladies parce que c'était pas sain, quoi. Et ou alors en Allemagne, la construction d'autoroutes. Ce sont des projets de long terme qui ont contribué à résorber le chômage, puisque l'État pour ça a embauché beaucoup d'Italiens ou d'Allemands qui étaient au chômage. Ça a contribué à moderniser le pays et ça a suscité l'enthousiasme des masses, puisque il s'agissait vraiment de grands travaux pour moderniser, quoi. Et puis un autre élément qui va permettre de résorber le chômage et de gonfler l'industrie, en Allemagne en particulier, c'est l'importance croissante de l'industrie militaire à partir de 1939 avec la guerre, quoi. Alors, deuxième partie sur les réalisations économiques et sociales des régimes une fois au pouvoir. Ce sont des économies fondées sur les talents de travail, la valeur travail et la lutte contre l'usure. En fait, pour comprendre pourquoi les talents de travail, il faut remonter il faut comprendre l'injustice du capitalisme financier et le problème de l'étalon or. Pourquoi ça a créé la crise économique des années 20 et 30 ? Puisque en fait, le principe du capitalisme financier, c'est que les entreprises sont entre les mains des actionnaires qui peuvent vendre et acheter et qui mettent en fait les travailleurs en concurrence les uns avec les autres, et notamment d'un pays à l'autre, en fonction des législations sociales. Donc on n'a pas un produit qui correspond à ce qui permet aux ouvriers et aux artisans de vivre, comme c'était le cas dans l'Ancien Régime. On n'a pas un prix qui correspond à la valeur réelle de ce bien par le travail qui a permis de le produire, mais qui correspond au salaire d'un ouvrier en fonction de la richesse du pays et des législations sociales, quoi. Et à mesure qu'on a la révolution industrielle et qu'on a la mise en concurrence des économies, notamment avec les talons or, puisque l'or étant les talons économiques de l'ensemble du monde industriel, c'était facile avec les talons or d'évaluer ce que coûtait un ouvrier italien, ce que coûtait un ouvrier américain, un ouvrier allemand, un ouvrier français, anglais. Et donc les capitalistes, il suffisait qu'ils comparent pour se rendre compte de qu'est-ce qui était le moins cher. Et à partir de là, on a les problèmes qu'on cause aujourd'hui, c'est-à-dire des délocalisations, c'est-à-dire des produits qui coûtent moins cher parce qu'ils viennent d'un pays où les gens sont plus pauvres. Et donc une solution qui est finalement, une situation qui est insoluble, parce que finalement, si un employeur augmente ses salaires, il va être obligé d'augmenter ses prix, et s'il augmente ses prix, on va aller acheter chez le voisin. Et à l'échelle mondiale, ça fait que si par exemple un gouvernement décide d'augmenter les salaires, ça va nuire à sa propre économie dans ce système-là, parce que les prix vont monter et donc on va acheter des produits étrangers. Et la solution qui a été trouvée justement à l'époque par l'Allemagne, c'était de placer le travail au cœur de l'économie. C'est plus le coût de la main-d'œuvre ni la valeur spéculative qui détermine le prix d'une marchandise, mais l'effort fourni pour la produire. Et ça va être notamment expliqué par Francis Deleuze, qui va beaucoup analyser la politique économique de l'Allemagne de cette époque-là, dans son livre La Révolution européenne. Et ça, en fait, ces théories économiques-là, d'ailleurs, elles viennent de Strasser, elles viennent de Feder et de doctrinaires qui vont pour beaucoup quitter le parti au début des années 30, mais ça va finalement être mis en place par le régime, malgré que les pères fondateurs ont été évincés, quoi. Et notamment à travers le rôle de Gottfried Feder, le premier ministre de l'économie, qui va mettre en place cette politique de l'étalon, de l'étalon travail. Alors, un autre élément qui central de ces régimes-là, j'en ai déjà parlé au niveau de la doctrine tout à l'heure, l'importance du corporatisme. Alors,
le corporatisme, c'était le fondement économique de l'ancien régime. Mais il y a quand même une différence majeure, c'est que dans l'ancien régime, finalement, les corporations étaient indépendantes du pouvoir royal et elles étaient organisées à l'intérieur de chaque corporation et les corporations se défendaient et permettaient d'assurer le juste salaire, les justes prix, mais d'une façon assez indépendante. Là, tout a été fait dans l'urgence et dans un contexte quand même où il fallait une révolution économique et il fallait arrêter les effets néfastes de la crise et du capitalisme. Et donc, le corporatisme qui a été mis en place a été centralisé autour de l'État, contrairement à l'ancien régime. Et on avait, par exemple, en Allemagne, des syndicats nationaux qui jouaient le rôle de corporation, mais qui dépendaient de l'État. C'était le point commun, d'ailleurs, de tous les régimes nationalistes de l'époque, le corporatisme. C'est beaucoup développé par Mussolini dans la doctrine du fascisme, qui est un livre très important justement parce qu'il présente bien, c'est pas qu'un ouvrage de propagande, il présente bien la doctrine sociale et économique du fascisme et il montre le lien important du régime et du corporatisme, en quoi c'est central au niveau de l'économie et au niveau social. Et en France d'ailleurs tout le monde ne le sait pas, mais il y a eu le maréchal Pétain avait fait un projet de constitution qui devait être mis en place au sortir de la guerre et où là aussi le corporatisme avait un rôle très important. Autre élément qui est à la fois à l'origine de la crise et qui est central dans les politiques des régimes nationalistes, c'est le rôle de l'usure et donc la lutte contre l'usure. L'usure, tout le monde, je pense, sait à peu près à quoi ça correspond. C'est-à-dire, c'est le fait de gagner de l'argent sans travailler, en faisant le commerce de la monnaie. C'est-à-dire, vous prêtez de l'argent et avec les taux d'intérêt, vous réussissez à vivre sans travailler sur le dos des travailleurs, quoi. C'était très limité dans les royaumes d'Europe avant la Révolution de 1789. Et c'était interdit aux chrétiens par les évangiles. Alors que le Talmud encourage justement la pratique de l'usure avec les goïms, ce qui explique que les Juifs en exerçaient pratiquement le monopole à l'époque où les royaumes européens obéissaient au commandement des évangiles. Avec la Révolution dite française, toutes les barrières à l'usure qui existaient ont sauté, d'abord en France et puis progressivement dans les pays voisins. Et donc on en arrive à une situation où l'usure avait un rôle important dans l'économie, dans la destruction de l'économie plutôt. Et après le traité de Versailles, donc l'Allemagne perd. Avec le traité de Versailles, elle est condamnée à payer tous les dommages de la guerre de 14, ce qui dépassait très largement la production allemande, donc ils n'avaient pas les moyens de payer. Ils se sont endettés pour pouvoir payer. L'État, d'abord l'État allemand, et puis des ménages, les ménages allemands, les ouvriers, les paysans. Ils ont dû contracter des emprunts massifs auprès d'usuriers qui réclamaient des taux d'intérêt faramineux. Puisque le principe de l'usure, c'est que moins vous êtes solvable, plus vous payez d'intérêt. Donc, comme là, on savait très bien que les Allemands, de toute façon, ne pourraient pas payer, ben ça a contribué, c'est ce qui explique les photos qu'on a tous vues avec les Allemands qui allaient acheter leur pain avec des brouettes de billets dans les années 20-30, quoi. Parce que, en fait, ils étaient endettés, et puis plus endettés, plus on leur réclamait des taux d'intérêt énormes. Et c'est ce qui explique en partie l'antisémitisme allemand, car les usuriers avaient ruiné l'Allemagne au moment de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. On a aussi l'image de Mussolini qui brûlait symboliquement la dette italienne en place publique, parce qu'ils avaient compris que l'usure était vraiment a joué un rôle central dans la ruine des économies et des peuples européens, quoi. Et l'usure a été interdite et combattue avec vigueur en Italie, en Allemagne, notamment par des déportations d'usuriers dans les camps de concentration. Et cette lutte contre l'usure, avec le redressement économique et industriel, a permis de libérer l'Allemagne des chaînes de l'usure, pour reprendre l'expression de Gottfried Feder.
Et alors je vous incite à la lecture sur ce sujet-là du livre d'Ezra Pound, Le travail et l'usure. Ezra Pound d'ailleurs qui est devenu une figure de référence des néofascistes italiens de Casa Pound. Et donc pour terminer sur les politiques mises en place, on va maintenant voir des politiques au service de l'avenir de la nation et des classes populaires en particulier. Donc là, on était plutôt sur l'économie. Maintenant, on va parler plus de politique sociale d'aide, quoi. Alors les politiques ouvrières, en Allemagne, il faut savoir qu'il y avait 3 semaines de congés payés quand la France du Front populaire en avait 2. On parle beaucoup du Front populaire qui a créé les congés payés en France. D'ailleurs, qui les a créés suite à des grèves massives. Hein. C'était pas dans leur programme politique. Ils l'ont fait parce qu'il y a eu des grèves qui leur ont arraché ces congés payés. Et en Allemagne, on avait 3 semaines déjà. Le cadre de vie et de travail était amélioré de manière considérable en Allemagne. Il y a 2 brochures d'ailleurs que j'ai là-dessus et qui présentent photos à l'appui et comment la joie au travail, les conditions de travail étaient valorisées en Allemagne à cette époque-là. Donc le régime national-socialiste a créé les vacances ouvrières sur les côtes, alors que le gouvernement italien a proposé des croisières pour la jeunesse italienne, notamment les balilla, donc des gens les jeunes du régime, quoi, l'équivalent des jeunesses hitlériennes en Italie, dont beaucoup de membres étaient issus de milieux populaires, et justement, les jeunesses, les balilla et les jeunesses hitlériennes leur ont permis aussi d'accéder aux vacances, quoi. C'est beaucoup développé par le livre de Blandine Olivier, qui est une jeune Française qui est allée en Italie à l'époque du fascisme, et qui en est revenue subjuguée, qui a écrit justement un témoignage de tout ce qu'elle a vu là-bas et des politiques sociales au profit des familles qui ont été mis en place par le régime. Et on a beaucoup de témoignages de Français qui ont été en voyage en Italie et en Allemagne avant la guerre et qui en étaient revenus fascinés par ces régimes-là. Alors que dans le même temps, ceux qui partaient en Union soviétique et qui étaient souvent sympathisants communistes quand ils sont partis, comme André Gide ou comme Céline par exemple, en sont revenus dégoûtés par le régime soviétique. Bizarrement, ceux qui partaient en Allemagne ou en Italie, c'est plutôt l'inverse qui se produisait, ils étaient fascinés par ces régimes-là. Donc on le voit dans le livre de Blandine Olivier et dans certains écrits de Brasillac aussi, où justement il s'est enthousiasmé pour les régimes italiens et allemands en étant parti là-bas et en voyant à quoi ça ressemblait, quoi. On aura aussi beaucoup de témoignages qui vont dans le même sens de la part de prisonniers de guerre français et de Français chômeurs qui ont été envoyés en Allemagne pour ce qu'on appelle le STO, le service du travail obligatoire, ou pour l'Allemagne pour pouvoir pour l'effort de guerre industriel a dû embaucher puisque justement ils étaient arrivés au plein emploi en Allemagne, il y avait beaucoup d'armements à construire, il y avait pas forcément et les ouvriers allemands étaient déjà beaucoup occupés, donc ils ont pris les chômeurs des pays occupés comme la France qui sont allés travailler en Allemagne au profit de l'industrie de guerre, et beaucoup de ces prisonniers de guerre ou de gens qui étaient au STO se sont convertis au national-socialisme là-bas en voyant les conditions de travail qui étaient largement supérieures à celles qu'on connaissait en France, quoi. Après les politiques ouvrières, il y a les politiques agricoles aussi. En Allemagne notamment et en France. En Allemagne, donc là encore, j'avais parlé tout à l'heure d'Otto Strasser qui proposait des communes de taille réduite où l'agriculture était centrale. Et bien le ministre de l'Agriculture, qui est d'origine française d'ailleurs, Richard Walter Darré, va faire des réformes économiques dans l'agriculture et justement permettre, comme on l'a vu tout à l'heure pour les entreprises, le maintien d'une propriété privée, mais conditionnée par le régime dans le sens du bien commun. Puisque les paysans en Allemagne avaient l'usufruit de fermes qui n'étaient pas au départ leur propriété. Il y a beaucoup de paysans allemands. L'État leur a fourni des fermes gratuitement, et là aussi c'est là qu'on voit la différence avec la propriété capitaliste. Ils pouvaient transmettre ces fermes en héritage à leurs enfants, par contre ils pouvaient pas les vendre.
Donc là, on voit que quand il s'agit d'un usage qui va dans le sens du bien commun, transmettre ce qu'on a reçu à ses enfants, c'est encouragé. Par contre, se servir de l'argent de l'État pour faire de l'argent en vendant les terres, ça c'est interdit, quoi. Et en France, on a eu une politique de retour à la terre, d'aide aux paysans via la corporation paysanne. Alors les résultats sont difficiles à évaluer car c'est une politique d'envergure et le régime est resté peu de temps en place, donc c'est difficile de voir des résultats concrets en quelques années. Un autre domaine social très important, c'est en fait le régime notamment en France, et pas seulement, l'ancêtre des politiques de sécurité sociale. En France, on a créé les retraites à ce moment-là, des retraites par répartition, et il y a eu des politiques familiales très importantes, que ce soit en Italie, en Allemagne et en France. Et c'était autre chose que les services sociaux d'aujourd'hui qui confisquent les enfants si on peut pas les élever, quoi. Quand il y avait des familles pauvres, on leur permettait de s'occuper des enfants et en même temps les aider. En Allemagne, quand vous aviez un enfant, l'État remboursait un quart de votre maison. Et donc, si vous aviez 4 enfants, il remboursait l'intégralité de la maison. Et alors, De Grelle en parle d'ailleurs dans un de ses entretiens. Il avait été surpris quand les Allemands lui avaient parlé de ça. Et il leur avait demandé, mais comment ça doit être la ruine pour l'État? Et en fait, Hitler lui avait répondu, mais toutes les dépenses qu'on fait en remboursant les maisons, finalement, c'est des économies de fait pour ensuite, parce que ça va créer, ça fera beaucoup de jeunes Allemands qui vont devenir ensuite non seulement des Allemands qui vont assurer l'avenir du pays, mais aussi des contribuables, et ils le rembourseront largement en impôts plus tard, quoi. Ça, c'était une politique sociale intelligente, de miser sur des jeunes familles, des jeunes ménages qui ont envie de travailler, de fonder des familles, quoi, plutôt que de maintenir les gens dans l'assistanat comme c'est aujourd'hui le cas. En France, on a créé les allocations familiales aussi en plus de la retraite. Et en Italie, Blandine Olivier le développe dans son livre. Il y avait une politique d'aide aux jeunes mères de famille dès les premières années, y compris les mères célibataires d'ailleurs, avec des lieux donc qui appartenaient à l'État, où on leur offrait le gîte et le couvert, et où elles pouvaient aussi s'occuper de leurs enfants. Et en échange, on leur demandait de s'occuper des enfants, bien sûr, et de faire des activités de couture ou de cuisine. L'État, en fait, d'une certaine façon, se substitue à la charité chrétienne ancienne, mais ça ne s'est pas fait contre l'Église. Et souvent, d'ailleurs, l'État et l'Église travaillaient ensemble dans ce cadre-là, quoi, pour les politiques d'aide aux jeunes mères de famille. En Allemagne et en France, on a aussi eu beaucoup de collectes de dons pour les familles pauvres. Et il y a eu aussi, à cette époque-là, les premières politiques de lutte contre l'alcoolisme. Des campagnes contre l'alcoolisme en Allemagne, par exemple, et aussi le rationnement du tabac, parce que ils avaient compris que c'était dangereux pour la santé. Et puis en France, il y a eu ce type de mesures aussi, quoi. Donc j'en ai fini sur cette deuxième partie, sur les politiques concrètes telles qu'elles ont été pratiquées. Maintenant, on va voir l'héritage des politiques économiques et sociales dans les régimes nationalistes. Alors d'abord, les moyens de production mis au service de la nation. On avait, dans ces régimes-là, une économie dirigée, mais surtout semi-planifiée. Alors, il y a eu des expériences d'économie collectiviste, notamment dans les régimes communistes, après-guerre, mais il y avait des différences majeures avec ce qui était mis en place en Allemagne ou en Italie, par exemple. C'est que dans les régimes nationalistes, l'entreprise privée était maintenue, mais elle était tournée vers le bien commun. Donc il y avait un maintien de la propriété privée, mais pareil dans les limites du bien commun. Alors que les pays communistes ont décidé de tout collectiviser, quoi. Ils ne laissaient plus aucune liberté aux entrepreneurs. Donc en Allemagne, en Italie, les entreprises pouvaient commercer librement, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur.
alors qu'en Union soviétique, le commerce extérieur était entre les mains exclusives de l'État. On pouvait un entrepreneur russe soviétique pouvait pas vendre ses produits à l'étranger, c'était forcément l'État qui l'accaparait. Autre élément, autre liberté fondamentale qui a été maintenue dans les régimes nationalistes et qui a été supprimée dans les régimes communistes, c'est l'héritage. On pouvait transmettre son bien à ses enfants, ce qui était impossible dans les régimes communistes, puisque c'était un des principes même du marxisme, c'est d'interdire la transmission, parce qu'ils considéraient que c'était un capital économique qu'on transmettait et qui c'était à l'origine des inégalités sociales. Mais c'est une vision des choses purement matérialiste. Alors que si on a une vision des choses plus ancrée dans le réel, on sait très bien que l'héritage, ça c'est pas simplement une valeur marchande, c'est aussi ce qu'on a accompli dans sa vie, qu'on veut léguer à ses enfants à tout point de vue. Et ces régimes ont eu l'intelligence de maintenir l'héritage justement. Et l'autre différence, c'est la finalité. Pourquoi est-ce qu'il y a une économie dirigée ou semi-planifiée? Les communistes ne croient pas au bien commun, mais ils croient aux intérêts de classe, ce qui est différent. Les capitalistes, selon les communistes, les capitalistes, les possédants, sont poussés de par la nature humaine, en quelque sorte, à accumuler du capital et à appauvrir leurs concitoyens. Bon, ça résulte d'observations que Marx a pu faire dans les milieux qu'il a fréquentés, notamment à Londres. Mais Marx a généralisé ses observations à l'ensemble de l'humanité en partant du principe qu'on était tous des prédateurs économiques et que il n'y avait pas de bien commun, chacun cherchait à défendre son intérêt, quoi. Et alors que pour le nationalisme, il est fondé quand même sur le bien commun, l'idée que la nation constitue un corps, l'ensemble de la nation et pas simplement le prolétariat, et aussi en partie sur le christianisme, la charité chrétienne, l'idée quand même qu'on doit pratiquer la charité. C'est pas une expropriation par l'État, mais c'est une charité volontaire. Et donc la finalité étant différente, tourner vers le bien commun pour ce qui est des régimes nationalistes, alors que pour les communistes c'est la lutte des classes, c'est l'idée que il faut accaparer les richesses de l'État et les redistribuer de manière autoritaire, et qu'il n'y a pas de bien commun, il y a que des intérêts pour les communistes. Et ben ça induit le sens dans lequel vont être appliquées ces politiques-là. Puisque, en fait, si on va au bout, moi c'est une réflexion que je me suis toujours fait sur le communisme. Les communistes partent du principe que chacun fonctionne en fonction de ses intérêts économiques. Et donc, des gens persuadés de ça, vont accéder au pouvoir, vont prendre les richesses de tout le monde. Ils sont persuadés qu'il faut accumuler de la richesse, c'est ce qu'ils vont faire. C'est pour ça qu'à chaque fois que des gens sont arrivés au pouvoir dans des régimes communistes, ils ont bien pensé à confisquer les richesses de tout le monde, mais ils ont bien oublié de les redistribuer. En fait, ils ont été marxistes jusqu'au bout, c'est-à-dire ils considéraient que leur intérêt de casse c'était de garder l'argent une fois qu'ils l'avaient. Donc, et c'est pour ça que ça n'a jamais fonctionné, quoi. Alors qu'en fait, les régimes nationalistes avaient confiance dans leur peuple, et c'est pour ça qu'ils ont maintenu la liberté fondamentale, ce qui explique le succès de l'économie nationale socialiste et italienne et l'échec des économies communistes. Et ce qui explique aussi le soutien massif des peuples au régime nationaliste, alors que dans les pays communistes, le soutien était quand même très différent, quoi. Et fonctionnait souvent sous la contrainte. Et ce qui explique aussi pourquoi ces régimes ont décliné à mesure du temps et finalement ont abouti souvent à des régimes libéraux. Il y a eu d'autres expériences dans des pays du tiers-monde d'économie planifiée dans le sens du bien commun. Par exemple, Perón en Argentine, le colonel Kadhafi en Libye, Nasser en Égypte, Hugo Chavez, Saddam Hussein, Bachar el-Assad et son père en Syrie. Donc il y avait là aussi la société civile et qui était respectée, des libertés économiques maintenues, mais dans le sens du bien commun. Finalement, c'est les expériences, sans doute, après-guerre, qui se sont le plus rapprochées des expériences nationalistes de l'entre-deux-guerres. Parce que ça a eu beaucoup plus de succès que les régimes communistes, parce que c'était moins idéologique et beaucoup plus tourné vers le bien commun que vers la lutte des classes. Et c'était souvent accompagné de luttes d'émancipation nationale, par exemple en Égypte avec Nasser, d'émancipation contre les États-Unis, comme pour le Venezuela d'Hugo Chavez, d'émancipation vis-à-vis de l'Angleterre, comme pour l'Égypte de Nasser, enfin. Et donc ça
cette nécessité d'affirmer l'indépendance nationale entraînait un fort sentiment populaire autour de ces régimes, ce qui explique, à mon sens, pourquoi le nouvel ordre mondial tient autant à détruire ces régimes-là, quoi. La Syrie, par exemple, pourquoi ils ont anéanti le régime de Saddam Hussein, celui de Kadhafi, parce qu'en fait, c'est des nationalismes populaires, quoi. Et donc, ça remet en cause les fondements de l'économie capitaliste, et en plus, il y a une adhésion franche des masses. Les politiques pragmatiques de réajustement, qui étaient mises en place en Allemagne, par exemple, ont été souvent utilisées après la guerre. Donc, il y a eu une planification économique, et là je parle pas des pays communistes, hein, je parle vraiment des démocraties, enfin des pays occidentaux libéraux. Il y a eu une planification économique relative en France après la guerre, avec les nationalisations de certaines entreprises, de certaines industries, un contrôle des prix de certains produits. Aujourd'hui, on a encore le contrôle du prix du livre, et des entreprises privées dont l'État est actionnaire. Comme c'est le cas en France avec Renault, avec la SNCF. Donc, en fait, en France, il n'y a pas eu une grande rupture dans la politique économique entre Pétain et De Gaulle. Par contre, à partir de Maastricht, on a des dérégulations économiques du fait des traités européens qui va entraîner quelque chose d'assez bâtard, quoi, parce que il y a une mise en concurrence forcée, mais en même temps des entreprises dont l'État reste actionnaire, comme c'est le cas avec la SNCF ou avec des constructeurs automobiles. Et donc là, ça pose vraiment la question, parce que l'argent public, finalement, n'est plus orienté dans le sens du bien commun. L'État est actionnaire d'une entreprise, mais cette entreprise étant concurrentielle, elle va appliquer une politique commerciale qui est la même qu'une entreprise privée. Quand la SNCF fait monter les billets de train ou supprime des lignes en province alors que ils vont faire des promotions aux vacances de Noël, ça, je vois pas vraiment là où le bien commun est appliqué. C'est clairement une politique commerciale, mais pour autant, c'est financé en partie avec l'argent du contribuable puisque l'État est actionnaire. Autre point qui va être maintenu après-guerre, enfin qui va avoir une influence après-guerre, j'en avais parlé tout à l'heure, les politiques de relance. Et on va voir pourquoi certaines marchent et d'autres échouent. Donc l'économiste Keynes va lancer justement cette théorie économique qui différente du libéralisme classique, selon laquelle une politique publique peut relancer l'économie en investissant de l'argent dans les industries et dans les ménages, c'est-à-dire par des aides sociales. L'idée, c'est de relancer la consommation, en fait. Vous allez augmenter les salaires, vous allez augmenter les moyens d'une entreprise pour embaucher. Les ménages seront plus riches et donc ils vont consommer davantage, ce qui va relancer l'industrie, etc. Et donc ça conduira à un cercle vertueux. Ça correspond, avant que ce soit théorisé, en fait, en partie à la politique nationale-socialiste en Allemagne. Et à la même époque, il y avait Roosevelt qui avait lancé le New Deal aux États-Unis. Bon, la différence, c'est que la politique en Allemagne a relancé l'économie, alors qu'aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, on parle beaucoup plus du New Deal. Alors pourquoi est-ce que ça a marché en Allemagne et pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans les économies comme la France, comme les États-Unis? Alors moi, je vois deux raisons. Donc en fait, voilà, si on résume ces politiques, donc des aides sociales, financières, des crédits d'impôt, et puis aussi des politiques sociales comme les congés payés, la construction de logements sociaux, tout ça, ça améliore la condition de vie des gens. Et l'idée, c'est de relancer la consommation, l'économie, quoi. Et en Allemagne, ça a été formidable. Ça a permis de résorber le chômage, d'ailleurs, qui était quand même de 5 millions, et ça a permis de relever le pays. J'en avais parlé un peu tout à l'heure, mais à partir de 39, l'industrie militaire se développe fortement en Allemagne. L'économie allemande a tellement évolué en 6 ans seulement, que tous les Allemands sont actifs et qu'il y a besoin de réquisitionner les industries et de prendre les chômeurs des pays occupés à travers le STO pour l'effort industriel de guerre, parce que les Allemands sont déjà au travail. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché dans les économies libérales? Économie ouverte, selon l'économiste Popper. En fait, économie ouverte, ça veut dire une économie où l'État laisse les prédateurs appauvrir les gens, quoi, tout simplement.
Alors, quelles peuvent être les conséquences négatives d'une politique de relance économique? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que j'ai parlé, c'est-à-dire on injecte de l'économie, d'argent dans l'économie en aidant les ménages ou les industries. Qu'est-ce qui peut faire que ça échoue? Alors, il y a deux choses. D'abord l'inflation, puisque quand vous injectez de l'argent, ce qu'on appelle la planche à billets, vous faites tourner de la planche à billets, vous injectez de l'argent dans l'économie. En fait, il y a plus d'argent, donc la valeur de la monnaie se déprécie et les prix augmentent. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé, par exemple, en France, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Il avait cette idée justement d'une grande politique sociale. Moi, il y a eu le gouvernement Mauroy, ils ont augmenté les aides sociales et ça n'a pas marché. La première chose, c'est l'inflation. Donc, je l'ai dit. Comment l'Allemagne a jugulé l'inflation? Eh ben, en fait, ils ont imposé un contrôle des prix sévère et strict, puisque dès 1933, il y a eu des commerçants qui ont été déportés à Dachau pour avoir augmenté leurs prix de manière énorme. Alors, ça paraît autoritaire, mais ça a permis justement d'éviter cette inflation généralisée, quoi. Et comme dans les économies libérales, il n'y a pas de contrôle des prix, bah, ces politiques, en fait, sont une aubaine pour certains commerçants malhonnêtes qui profitent du fait que les ménages aient plus de moyens pour augmenter leurs prix, quoi. Et donc ça entraîne une escalade et justement une montée énorme des prix comme ce qu'on connaît en ce moment, alors qu'il n'y a même pas de politique sociale. L'autre problème qui peut arriver dans ce cas-là, et qu'on voit très bien, qu'on a vu avec le gouvernement Mauroy, qu'on voit à chaque fois qu'il y a des relances économiques, Sarkozy l'avait fait un petit peu aussi en 2008, par les aides sociales, mais je pense que Sarkozy était malin, il a compris que ça marcherait pas, c'est pour ça qu'il l'a fait, et derrière il en a profité pour détruire la fonction publique. Le principe du libéralisme économique, c'est de considérer qu'il faut supprimer les frontières. Donc, et notamment, c'est renforcé par le traité de Maastricht qui nous interdit de nous protéger et par les accords du GATT. Aujourd'hui, si un État décide d'augmenter les salaires, le gain qui va être fait par les ménages va être orienté vers une consommation dans laquelle l'économie nationale n'est pas protégée. C'est-à-dire qu'en gros, imaginez qu'on augmente de 200 euros tous les salaires en France, les gens vont pas acheter des produits français pour autant, puisque les produits étrangers ne sont pas plus taxés. Ils vont acheter les produits chinois qu'ils achètent habituellement. Et donc ça ne marchera pas, ça va pas relancer l'économie française. Et pourquoi en Allemagne ça a marché? Parce que il y avait une politique de protection douanière qui faisait que cet argent gagné par les ménages allemands allait relancer l'industrie allemande, parce que les Allemands allaient acheter allemand, ils allaient acheter des voitures allemandes, ils allaient acheter des biens allemands. Aujourd'hui, dans les années 80, quand ils ont fait ça, les Français ont acheté des produits japonais, américains, chinois, et ça n'a pas marché. Parce que en fait, c'est incompatible avec une économie ouverte, libérale, où finalement il y a aucune protection des entreprises nationales, quoi. Et donc comme ces politiques ont marché en Allemagne, elles ont échoué dans les autres pays après-guerre parce qu'il n'y avait pas de protection, tout simplement. Dernière sous-partie, les institutions sociales dont j'avais parlé un petit peu, qui ont été créées par ces régimes et qui ont perduré. On va surtout parler de la France, puisque c'est plus prégnant pour nous, puisqu'on les connaît, quoi. Alors, la sécurité sociale, l'État français du maréchal Pétain a créé les retraites par répartition et les allocations familiales, essentiellement. C'est beaucoup d'anciens cadres de la CGT et d'anciens planistes, c'est-à-dire des socialistes qui étaient pour justement une économie planifiée, mais qui maintenait la propriété privée. Notamment autour de la figure de Marcel Déat, qui était au départ planiste et qui va devenir ministre du maréchal Pétain. Et donc ces gens-là ont créé un système de retraite par répartition. Alors pour expliquer la différence avec un système par capitalisation, par exemple aux États-Unis, vous avez une retraite. Simplement, la retraite, elle est financée par capitalisation, c'est-à-dire vous allez cotiser auprès d'un organisme d'assurance
et en fonction de ce que vous cotisez, vous allez avoir des retraites. Mais il n'y a pas de rééquilibrage social, c'est-à-dire quelqu'un qui a très peu de moyens, il va avoir une retraite misérable, quoi. Alors que retraite par répartition, c'est les gens qui travaillent qui financent la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite. Donc ça permet une intervention sociale de l'État. Et ça a été créé justement par le maréchal Pétain et par Marcel Déat. Avant, il y avait des retraites d'entreprise, il y avait des patrons qui décidaient de créer des retraites, mais ça restait interne aux entreprises, quoi. Mais c'était pas une politique nationale comme il y a eu à cette époque. Autre chose, les allocations familiales. Donc on a créé les allocations familiales pour relancer la nativité, puisqu'il y avait une très faible démographie dans les années 30, il y avait très peu de naissances en France. Et ça a tellement marché que ce qu'on appelle le baby boom, qui a commencé dans la plupart des pays en 45, en France il a commencé dès 42. Donc en pleine occupation, les Français ont commencé à faire plus d'enfants grâce à ces politiques familiales. Et aussi à l'assistance publique. Alors, d'autres mesures qui ont perduré, en ce qui concerne la santé publique. J'avais parlé de la lutte contre l'alcoolisme, la réglementation des débits de boissons, le fait que n'importe qui ne peut pas commercer de l'alcool en France, ça vient de l'État français, justement, pour lutter contre le fléau de santé publique qu'est l'alcoolisme. C'est aussi à cette époque-là qu'on a créé des premiers grands centres hospitaliers. Et la médecine du travail a été créée à cette époque-là aussi par l'État français. Et d'ailleurs, les ordres médicaux de médecins, par exemple, fonctionnent encore de manière corporatiste. Alors, justement, j'en viens au dernier point. Le corporatisme et le syndicalisme, les points communs et les différences qu'il y a entre les deux. Puisque dans le cadre du corporatisme, les organisations représentatives des travailleurs, qu'on peut appeler syndicats ou corporations, représentent le corps de métier concerné. Les paysans, les ouvriers, les artisans, les ouvriers de l'industrie automobile, par exemple. L'organisation n'est pas là pour prendre des adhérents aux autres syndicats, puisqu'ils sont pas en concurrence, puisqu'il n'y en a qu'une seule par branche, mais pour défendre la profession concernée. Et l'État crée ces organismes pour que les intérêts de la profession en question soient défendus. Alors on reproche souvent le côté contraignant et dirigé par l'État, c'est-à-dire c'était imposé, quoi, il n'y avait pas de concurrence. Mais dans le système actuel, on voit que d'abord les syndicats ne sont pas plus indépendants financièrement qu'à l'époque, puisqu'ils touchent des aides obligatoires de la part des entreprises, et qu'en plus il y a 5 grands syndicats considérés comme représentatifs depuis 45. Donc finalement, ils se partagent le gâteau, et d'ailleurs leurs dirigeants font partie du club Le Siècle et ils dînent avec les ministres. Donc bon, en termes d'indépendance, on a vu mieux. Et en plus, c'est des centrales syndicales qui sont prêts, par exemple Martinez, il dirige la CGT pour toutes les professions, pour absolument tous les corps de métier qui dépendent de la CGT. Donc il n'est pas du tout là pour défendre l'intérêt d'un corps de métier, il est là pour défendre l'intérêt de la CGT dans les entreprises. Et donc la soi-disant liberté syndicale qu'on a connue après-guerre, finalement aboutit aussi à un désengagement des salariés qui s'impliquent de moins en moins dans la défense de leur corps de métier, et pour autant qui bénéficient quand même des avantages du comité d'entreprise, même s'ils sont pas syndiqués, quoi. Donc il y a aucune contrepartie finalement. Alors est-ce qu'il vaut pas mieux un système plus contraignant, mais au moins où chacun est et où les corporations sont soudées et où on a des représentants qui sont là pour défendre les intérêts de la corporation, quoi. Voilà. Donc j'en ai fini sur cette dernière partie et je vais donc conclure mon intervention. Alors avec les mains exemples que j'ai pu donner, on se rend compte que les nationalismes européens de l'entre-deux-guerres étaient fortement imprégnés de social. C'était pas seulement de la propagande, contrairement à ce que prétendent les communistes qui veulent s'arroger le monopole du social, mais c'était intrinsèque à leur programme socialiste bien compris, c'est-à-dire un socialisme éthique et dans le sens du bien commun, et révolutionnaire, à l'origine populaire de nombreux membres et cadres de ces régimes-là, et à la conception nationaliste de la nation comme corps social et comme organisme suprahumain, pour remonter à Barès. Ce qui explique des mesures révolutionnaires très en avance dans leur programme, la réalisation concrète de ces mesures
et le fait que malgré la défaite de 45 et la diabolisation de nos idées, beaucoup de mesures ont été mises en place après-guerre, que ce soit en Occident, dans le monde communiste ou dans des pays du tiers-monde. Donc ces États ont été pionniers en matière de sécurité sociale, de plans de relance économique, de lutte contre le chômage, d'amélioration de la santé publique, de congés payés, de logements sociaux. Et alors qu'on parle beaucoup en France du Front populaire dont les mesures sociales ont été arrachées par des grèves, on oublie de dire qu'en Allemagne et en Italie, les peuples étaient très en avance sur la France de l'époque. Mais le plus intéressant sans doute est la politique de lutte contre l'usure, très commun à tous les régimes nationalistes et qui pourrait expliquer l'hostilité des capitalistes occidentaux et peut-être aussi le déclenchement de la guerre de 39-45 et la volonté d'anéantir cette forme de réaction nationale, sociale et populaire qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute l'Europe et qui risquait de toucher l'Angleterre, la France, voire les États-Unis. Il fallait à tout prix arrêter ça et c'est peut-être pour ça en fait la vraie raison de la guerre de 39 quoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à partager? Finalement, je ferai une petite remarque. Finalement, on se rend compte que, au fil de l'histoire moderne, c'est-à-dire du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que les nationalistes sont vraiment pourchassés par tous les agents, tous les régimes nationalistes et ceux qui aiment vraiment leur nation, en fait, sont traqués par toutes les autres formes de régimes qui, au final, viennent des mondialistes, enfin ceux qu'on nomme aujourd'hui comme ça. Effectivement, à chaque fois qu'il y a un régime finalement qui est diabolisé, on se rend compte qu'il applique, même si le terme nationaliste n'est pas toujours celui qui est mentionné, mais finalement la Corée du Nord, l'Irak de Saddam, la Libye de Kadhafi, la Serbie de Milosevic, à chaque fois, en fait, on se rend compte que c'est des formes de nationalisme, quoi. Et c'est systématiquement ces régimes-là qui sont détestés par l'oligarchie. D'ailleurs, il y a aussi une comparaison qui m'est venue à l'esprit quand tu parlais de ces régimes-là, notamment de Bachar el-Assad. Je me souviens plus du nom de ce néoconservateur, mais il avait fait la comparaison, enfin, il avait dit que Bachar el-Assad avait rejoint la liste de Adolf Hitler et Saddam Hussein. Oui, bien sûr. C'est toujours celui qu'on veut tuer, en fait. Ah, c'est peut-être celui qui se met en travers des intérêts de l'oligarchie. Mais oui, c'est effectivement, oui, tout à fait, ouais. Alors, autre chose? On les associe à la mort et de l'autre côté, on met la vie. Oui. Quelque chose de très... Oui, bien sûr. Si les autres systèmes n'avaient pas d'intention morbide non plus. C'est des régimes qui ont une assise populaire énorme, quand même. En général, alors on met en avant la contrainte, mais généralement ces régimes-là, il n'y a pas la traque contre la possession d'armes à feu qu'on connaît en France. Hein. Ils ont pas peur que les gens aient des fusils, quoi. Donc bon. Il me semble que sous Hitler, ça a été vite interdit les armes à feu. Alors j'ai lu des choses qui disaient le contraire, donc il faudrait voir un peu mieux, mais il me semblait justement qu'il y avait pas de contrôle des armes, mais il faut voir. Ouais. Depuis quelques années, ils font vraiment la traque. Avant, ça posait moins de problèmes, quoi. Ils font pas la traque. Si vous voulez. Dans les banlieues, c'est pas trop. Voilà. Mais ça c'est pas grave. C'est illégal, donc l'État. Oui, mais quand c'est illégal, finalement, il n'y a pas de contrôle, quoi. Voilà. C'est comme pour les trafics de drogue ou la prostitution, finalement. Si vous faites les choses en étant sûr d'être hors la loi à tout point de vue, ça se passe bien. Ouais. C'est ça, c'est de faire peur finalement au peuple pour éviter qu'il se soulève, quoi. Alors que là, en fait, c'est des régimes qui s'appuient souvent sur le soutien massif, quoi.